Ça y est, ce que nous attendions tous est enfin arrivé aux yeux de la population. Ça y est. Enfin. Le 12 décembre 2024 a été rendu public le rapport de l'audit britannique GCPS, commandité par les responsables des missions étrangères de Paris. À la suite des révélations par la victime des faits criminels commis par le père Philippe Rittershouse en juillet 2022. Bonjour à vous tous. Je vous adresse mes sincères vœux d'une meilleure année en santé, en paix, et où le dialogue entre les humains est primordial. Cette lettre a été écrite le 14 janvier 2025 par moi-même au Japon. Timothée Béguin, victime d'agressions, de violences et de viols sexuels perpétrés par le missionnaire des missions étrangères de Paris, le père Philippe Rittershouse, au Japon, en juillet 2022. Mesdames, Messieurs, je peux déjà vous annoncer le refus clair et précis du père Vincent Sénéchal, le supérieur général des missions étrangères de Paris, de sa réelle volonté de vouloir établir un nouveau chemin de lutter contre les abus sexuels. Le 3 janvier 2025, mon avocate m'a informé que les responsables des missions étrangères de Paris refusent de traduire en langue japonaise le rapport d'audit en précisant qu'ils ne peuvent pas le traduire dans les 14 langues des pays de terre de mission des missions étrangères de Paris sont. Enfin, ce jour du 14 janvier, après 2 ans et demi de négociations par l'intermédiaire de la CRR, la Commission Reconnaissance et Réparation, le père Vincent Sénéchal et les membres du Conseil ont refusé toute démarche restauratrice à mon égard. En effet, ces derniers jours, j'ai pu m'entretenir avec la CRR, qui a contacté le supérieur des MEP, père Vincent Sénéchal, afin de demander aide médicale et psychologique, soutien spirituel, réparation financière, reconnaissance publique et réajustement des faits au Japon. Mais non, les missions étrangères de Paris ont refusé. Rappel de la vérité dont les responsables des MEP font le nécessaire pour changer les faits. Je continuerai de le dire. Je suis une victime du père Philippe Rittershouse. Je n'ai jamais consenti à ce que le père Philippe, prêtre des missions étrangères de Paris, exerçant dans le diocèse de Sapporo, ait des relations sexuelles avec moi, car je ne suis pas homosexuel. Je ne suis pas demandeur de relations sexuelles entre hommes. Je n'ai jamais demandé d'être approché, touché, caressé, léché, pénétré. J'ai été violé selon les termes des lois du Japon, de la France et de la loi de l'Église catholique. Non, je n'ai jamais demandé cela. À ce titre, je poursuivrai les responsables des missions étrangères de Paris, les évêques, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs erreurs, leurs fautes, et notamment de ne pas avoir dit la vérité à la population tant japonaise que française. Nombreux d'entre vous, du diocèse de Sapporo et de Tokyo, de l'Annonciature apostolique du Japon, du diocèse de Osaka,
celui de Nagasaki et de Kagoshima, mais également d'anonymes salariés des missions étrangères de Paris. d'hommes et de femmes résidant en Europe. Oui, vous m'avez fait part du souhait de recevoir quelques explications plus concrètes, plus franches, dans un langage adapté à tous. Je suis un Français, certes, mais vivant au Japon depuis 2003, dans la campagne aux côtés de la population locale, bien loin de mon pays d'origine et de mes habitudes parisiennes. Des scandales de l'Église catholique au mode opératoire mafieux, dont je n'en ai pris la connaissance qu'à partir du 19 juillet 2022, jour de ma prise de conscience, des abus perpétrés par le missionnaire MEP, Père Philippe Rittershaus. Dans une première partie, voici des extraits de mon point de vue, tout en lisant le rapport d'audit. Puis, en bas de page, une synthèse plus approfondie, mieux formulée selon l'actualité. Tout d'abord, il est cité dans le rapport d'audit que c'est une décision qui intervient en réponse aux travaux de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. C'est faux. Les MEP ont été contraints de le faire à la suite de trop nombreux scandales de violences sexuelles en 2022, mettant en cause plusieurs anciens supérieurs et prêtres MEP. Les MEP sont une institution française, implantée dans plus de 14 pays étrangers. Ils se doivent d'établir la clarté pour tous, dans les langues de chaque pays. Les MEP ne sont pas réservés qu'aux francophones de France, mais à tous, les femmes et les hommes de ces pays où ils sont en mission. Les missions étrangères de Paris sont une société française, mais avec des entités administratives, civiles, dans les pays étrangers, où les MEP envoient leurs missionnaires, comme au Japon, où le Père Philippe a exercé son ministère, au sein du diocèse de Sapporo, là où il a commis les crimes. Des crimes. Cet audit a été rédigé en français et en anglais. Alors comment les populations locales des pays de terre de mission vont-elles être informées? Elles ne parlent que leur langue locale. Comment pour les évêques locaux? Dans mon cas, Monseigneur Katsuya Taiji, ne parlant pas anglais, comment va-t-il faire pour connaître le contenu de ce rapport? Comment mes avocats japonais vont-ils avoir accès à ces informations majeures? Le rapport d'audit se réfère aussi fréquemment à deux documents, soit le livret des constitutions et directoires et la charte de déontologie. Encore faut-il que ces deux documents soient traduits dans les langues des pays, pour les évêques, accueillant les missionnaires, et qu'ils puissent ainsi en avoir connaissance et s'assurer du respect de leurs obligations. Ainsi, il est extrêmement difficile à la population et à l'Église locale d'avoir accès à une information claire et précise sur les devoirs et obligations des MEP. Plus grave encore, ce rapport ne tient pas compte de la législation des pays étrangers, de leurs lois, de leur système de responsabilité totale ou partielle, des particularités des églises locales et de leurs évêques.
Il est indiqué: le protocole des MEP fournit une approche structurée et détaillée de la gestion des signalements dans un contexte français. La procédure est orientée vers la protection des victimes, témoins ou plaignants, le signalement immédiat, l'accompagnement psychologique et juridique et la discrétion dans la gestion des plaintes d'infractions sexuelles, tout en tenant compte à la fois des lois civiles et ecclésiales. Pourquoi l'équipe d'audit GCPS n'a-t-elle pas fait d'analyse détaillée du cadre légal des pays de mission dans lesquels des incidents de violence sexuelle signalés ont pu se présenter, ni des obligations légales des MEP à signaler aux autorités civiles de ces pays? Pourquoi? J'attire l'attention sur cette phrase. Et depuis 2013, cette possibilité s'étend également à toutes les infractions sexuelles commises par des Français à l'étranger, quel que soit l'âge de la victime. Or, cela n'est pas la loi japonaise. Rien n'est dit non plus sur la prise en charge des victimes se trouvant à l'étranger, qui n'ont absolument rien à voir avec la France et les lois françaises. C'est le droit de chaque pays de mission qui doit être respecté. Dans mon cas, c'est le Japon. Car ce n'est pas aux victimes des pays étrangers de se déplacer jusqu'en France avec leurs souffrances insoutenables liées aux violences subies, avec le poids de leur traumatisme, et devoir en plus assumer des charges financières énormes pour se faire entendre par les responsables MEP. Par exemple, est-ce à moi, victime, de me déplacer jusqu'en France pour que justice me soit rendue, alors que je réside au Japon? Est-ce à moi de traduire, pour les citoyens japonais, ce rapport dont la somme s'élève à 7 200 €? Par ailleurs, l'audit GCPS indique qu'il n'a pas pu se rendre, aller au contact d'eux, accéder au dossier MEP, mais cela n'est pas concret, cela n'est pas correct et mène à des résultats sans bonne structure. Les MEP disent vouloir changer en faisant cet audit, mais au travers de ce rapport, on peut se rendre compte que ce n'est pas le cas et qu'ils perpétuent des comportements d'un autre âge. Encore. Quand on prend l'initiative de faire un travail de vérité, il faut se donner tous les moyens pour le réaliser. L'approximatif ne fera qu'engendrer de la confusion, des incompréhensions, des tensions et des heurts. Par exemple, le rapport souligne que les consultants de l'audit ont parfois dû faire preuve de pédagogie pour convaincre le responsable de groupe local. Par exemple, le rapport souligne que les consultants de l'audit
ont parfois dû faire preuve de pédagogie pour convaincre le responsable de groupe local et certains prêtres de la pertinence et nécessité de leur venue dans le pays de mission, ou pour obtenir des prêtres un peu de leur temps sur place. Les consultants ont eu un accès limité aux communautés elles-mêmes du fait de la langue, mais ont aussi parfois choisi de ne pas aborder la question des violences sexuelles de manière directe à travers des consultations avec ces communautés. De ce fait, le travail de recherche de vérité n'a pas pu être effectué. Le résultat est donc nécessairement faussé. Je ne prétends aucunement être supérieur à d'autres personnes, mais à la suite de mes rencontres avec les paroissiens locaux, dans les langues du pays, j'ai pu constater que ni les MEP, ni l'audit n'avaient laissé trace de leur passage, mais que c'était encore et toujours moi, la victime, qui se chargeait de transmettre les informations. Et même lorsque les paroissiens en avaient, après celle du 8 avril 2024, elles étaient faussées. La suite est tout aussi scandaleuse pour les populations locales, les paroissiens, les prêtres, les évêques, les victimes. Les MEP disent avoir effectué un appel à témoignages en 2023, diffusé sur le site des MEP, et qui aurait été relayé dans les pays de mission. Mais sa diffusion dans les pays de mission a été très inégale. Certains prêtres n'ont pas souhaité le diffuser, ne se sentant pas à l'aise avec la démarche et la manière dont cela pourrait être perçu. Il n'y a par ailleurs pas forcément de prêtres MEP actuellement dans ces paroisses, ou il y en a eu les précédentes années, ce qui a rendu la diffusion incomplète, cite le rapport. Cela est faux, car en mars 2024, aucun paroissien, ni même l'évêque, n'était au courant de cet appel à témoignage, ni même de mon dossier. Non, les MEP n'ont pas été sincères, honnêtes, animés par le souhait de faire œuvre de vérité sur les violences sexuelles. Pour faire du bon travail, il faut se donner tous les moyens nécessaires, y mettre tout son corps et son cœur, sans compter. Le rapport d'audit révèle que la charte de déontologie pastorale n'a aucune valeur. Ce n'est qu'un vulgaire bout de papier qui, comme un règlement intérieur d'école, dit « Attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, faites ça, faites ci ». Il n'existe aucune sanction qui s'appliquerait si un membre n'obéit pas à cette charte. Il ne sera pas puni ou verbalisé. Ce document n'a donc aucune valeur en France, comme au Japon. Les MEP n'ont donc pas mis en œuvre les normes minimales de protection en matière de sécurité, de respect d'autrui et de prise en charge des victimes. Et pourtant, tout cela sont des bases de la vie de tout humain. Il n'y a pas besoin d'être MEP pour connaître le respect et la dignité des enfants, des femmes, des hommes, des handicapés. À titre d'exemple, lors de mon dernier séjour, le 1er décembre 2024, à Hokkaido, dans la ville de Hakodate, je me suis rendu à la paroisse de Yunogawa, où j'avais rencontré pour la première fois le père Philippe Rittershaus, le 28 novembre 2021. J'y suis allé afin de retrouver cette paroissienne, baptisée par le père Or, il y a plus de 20 ans, et amie de père Philippe. Nous avons pu discuter chacun son tour sur le sujet. Puis, d'autres paroissiennes nous ont rejoints, où j'ai été pris à partie, car père Philippe est bon. C'est un prêtre missionnaire des MEP, respectueux, afin d'évangéliser
et japonais. J'ai été prié de quitter les lieux quand l'une des paroissiennes m'a dit ceci. « Mais qui êtes-vous pour venir raconter des histoires contraires à celles de notre évêque, Monseigneur Katsuya, qui elles-mêmes proviennent des missions étrangères de Paris? Donc, c'est la vérité. » Non. Le mal n'est pas l'agresseur, mais la victime qui parle des violences sexuelles subies. Vous êtes qui pour remettre en cause les paroles des MEP? Juste la victime? Cela n'est pas ce qu'indiquent Monseigneur Katsuya et les MEP. Le rapport d'audit, si on le lit attentivement, démontre malgré tout que derrière la façade, il n'y a aucune réalité. Les autres dossiers de victimes me concernent de cœur et seraient prêts à me rendre utile pour aider. Mais je ne souhaite pas apporter d'opinion au risque de faire involontairement du mal aux victimes. Je n'apprécie pas lire ces chiffres des criminels aux victimes. Les MEP, c'est à la rue du Bac, à Paris, mais aussi dans les campagnes reculées des pays d'Asie. Les églises locales et leurs évêques ont été experts à intimider, à faire pression sur les victimes. J'en suis une preuve. Je souhaite répéter que je ne suis pas homosexuel et que ce que j'ai subi de la part du père Philippe Rittershaus sont des violences sexuelles qui m'ont été imposées. La réalité est que je suis seul face à cette église catholique qui ne m'a pas protégé, ni soutenu quand j'en avais le plus besoin, alors que je n'ai cessé de les appeler à l'aide et que je les considérais comme ma deuxième famille. Je suis consterné que l'on me considère comme un paria, alors que je suis une victime et que je me démène depuis juillet 2022 en France et au Japon à le faire reconnaître. Deuxième partie, le rapport de synthèse. En février 2023, les missions étrangères de Paris ont décidé de mandater la société GCPS aux fins d'effectuer un audit sur les abus sexuels, sur les mineurs et adultes vulnérables commis en son sein. En décembre 2024, le rapport est publié en accord avec les MEP, mais disponible uniquement en français et en anglais, ce qui ne permettra pas sa large diffusion, notamment en Asie, où sont implantés les MEP. Il s'est attaché principalement à analyser la situation des MEP selon les normes du safeguarding. Il constate les nombreux manquements ou insuffisances en la matière de la part des missions étrangères de Paris. Ainsi, le rapport relève des résistances parmi les prêtres MEP lors de l'enquête par le cabinet d'audit. Il signale aussi des réactions empreintes d'homophobie dans les explications, données pour justifier l'existence de violences sexuelles. Or, c'est justement le climat homophobe qui a permis et dissimulé à la fois les violences sexuelles au sein de la maison mère dans les années 2010. Le seul document normatif des MEP proprement dédié au safeguarding est la charte de déontologie de conduite pastorale, adoptée en 2016 et communiquée en 2021 aux prêtres MEP, soit 5 ans plus tard. Cette charte ne met en place aucune procédure permettant l'exécution et le respect des mesures qu'elle énonce. Aucune procédure n'a été établie au sein des MEP pour assurer son application. Le rapport d'audit évoque aussi la situation des victimes ou des témoins qui ont pu manifester leur déception face à la réaction des responsables MEP, alors qu'ils dénoncent des faits particulièrement douloureux et graves. Le rapport relève que les MEP ont du mal encore aujourd'hui à reconnaître en tant que victime une personne qui dénonce des faits d'abus sexuels au motif qu'une enquête judiciaire serait en cours. L'inadaptation de ce comportement
est à l'origine de souffrances supplémentaires pour les victimes et doit être corrigé. Les victimes des prêtres MEP n'ont bénéficié jusqu'à aujourd'hui que de peu de reconnaissance et de réparation proposées par cette institution, hormis une référence à un éventuel recours à la Commission Reconnaissance et Réparation, CRR France. Rien n'est dit sur ce point-là, alors même que les victimes à l'étranger sont dans la quasi-impossibilité de saisir celle-ci. Concernant les prêtres mis en cause et toujours en vie, certains n'ont jamais fait l'objet d'enquête et continuent leur mission. Aucune information n'est donnée à leur sujet, ce qui est particulièrement inquiétant. Ce rapport, néanmoins, permet de parler des victimes de prêtres français en terre de mission des pays d'Asie. Car jusqu'à présent, rien n'a été fait pour elles, y compris dans le rapport de la SIAZ. Elle démontre surtout la nécessité et l'urgence des MEP à mettre en œuvre des mesures adaptées pour signaler les violences en son sein, pour former et recruter les prêtres à ces questions-là, et de travailler aux fins d'avoir une approche centrée sur la victime. Enfin, les MEP doivent analyser les conditions qui favorisent ce type de violence en partenariat avec l'Église locale des pays de terre de mission d'Asie, afin de rendre compte pour l'avenir des mesures qui ont été mises en œuvre pour éviter de telles violences. C'est ce que dévoile le rapport d'audit, publié ce jeudi 12 décembre 2024, par la Société de vie apostolique, qui envoie depuis près de 4 siècles des prêtres évangélisés en Asie et dans l'océan Indien. Réalisé par le cabinet britannique indépendant GCPS Consulting, spécialisé dans le safeguarding, entre parenthèses, la protection et la vigilance face aux abus sexuels, fermez la parenthèse. Ce rapport met en lumière le besoin d'adopter des mesures concrètes pour prévenir les violences sexuelles aux missions étrangères de Paris. L'étude, qui porte sur des allégations de violences sexuelles, a été conduite sur une période comprise entre 1950 et aujourd'hui. Au total, 63 allégations sont mentionnées dans le rapport, dont 8 sont avérées. Elles mettent en cause 46 prêtres, soit 3% des 1491 prêtres actifs au sein des MEP depuis 1950. Le cabinet GCPS n'a toutefois étudié que 350 dossiers de prêtres dont les noms apparaissent dans les minutes du Conseil permanent, c'est-à-dire les comptes rendus des réunions des supérieurs. Le nombre total d'allégations recensées sur 74 ans est faible, pointent les auditeurs. Il est probable que le nombre de cas réels de violences sexuelles perpétrés par des prêtres MEP soit largement supérieur. Caractère systémique des abus. Mais que démontre cette enquête? Prêtres déplacés, faits minimisés, protection de l'institution. Sans entrer dans les détails, le rapport esquisse une culture qui a favorisé les abus. En 2023, plusieurs titres catholiques, dont la Croix, révélaient l'existence de poursuites canoniques ou pénales contre 4 membres des missions étrangères de Paris, parmi lesquels 2 anciens supérieurs des années 2010
devenu évêque par la suite. Monseigneur Georges Collomb, évêque de La Rochelle, mis en retrait après une accusation de viol. Et Monseigneur Gilles Rétinger, ancien évêque auxiliaire de Strasbourg, faisant l'objet d'une enquête canonique préalable pour avoir été désigné par un prêtre MEP comme l'un des clercs l'ayant initié à une vie sexuelle, active et secrète. Au sein de la congrégation. Sans aborder frontalement la question de la responsabilité individuelle et collective, et avance pour explication des pratiques préoccupantes au siège des MEP à Paris. Des attitudes reflètent alors une atmosphère équivoque ou encore des sollicitations, ainsi que des dynamiques de contrôle et des jeux de pouvoir, appuient les auditeurs. Des témoignages décrivent aussi des comportements ambigus de la part de certains prêtres résidant à la rue du Bac, interprétés comme une forme de pression pour des relations sexuelles, ajoute-t-il. Plus largement, l'enquête de GCPS Consulting rapporte que de nombreux prêtres des MEP avancent l'homosexualité comme l'une des causes des violences sexuelles. Ce prisme, pointe le rapport, les a empêchés toutefois de penser le rôle des relations de pouvoir dans les violences sexuelles commises par des prêtres sur des laïcs. Les victimes étant, du reste, majoritairement des femmes, 38 pour 23 victimes masculines, la question de l'orientation sexuelle semble prendre le pas sur celle du consentement et de l'abus de pouvoir, peut-on lire.